La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. Allô, ici Antoine Guillot en direct de la Garden Party de la compagnie Caravelle pour cette fête de fin d'année de la compagnie Caravelle. On va dévoiler toute la saison qui s'est passée, la décortiquer, et autour de ce plateau aujourd'hui, Isabelle Lalisban. Bonjour. Bonjour Antoine. Il y a Camille Desgeorges, refait la R aussi. Bonjour. Élodie. Bonjour. Et Pauline. Bonjour. Dominique. Bonjour. Et Jérémy. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on va procéder par plateau. Donc il y a différentes branches de la compagnie qui vont être explorées et on commence à discuter tous ensemble sur ce qu'on a appelé la capitainerie. On va déjà parler de comment fonctionne la compagnie, mais Isabelle peut-être. Alors oui, c'est parti pour 1h30 de direct avec présentation et passage en revue des différentes actions de la compagnie en EAC sur le territoire en création et un beau carnet d'art podcast. Donc comment tout savoir sur la compagnie Caravelle et focus sur cette année et tous ceux, ou du moins en partie, qui l'ont accompagné. Donc on a tous le cœur qui bat et on espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Antoine ? Et oui, merci. Alors, première chose, déjà, on peut se présenter autour de la table parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Peut-être, Élodie, tu peux commencer ? Oui. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la compagnie ? Surtout que tu es une des dernières arrivées, alors pas la toute dernière, mais une des dernières. Donc, tu es là depuis 1 an et demi avec nous et tu t'occupes de la communication. C'est ça, tu as fait ma présentation. C'est une mince affaire de s'occuper de la communication de Caravelle ? Exactement, avec tous les projets qu'il y a tout au long de l'année. Il y a beaucoup de choses à dire et à communiquer, donc on fait au mieux pour partager et j'espère que ça fonctionne. Donc, tes meilleurs amis sont Instagram et Facebook ? C'est exactement ça. Et alors, la toute dernière arrivée, c'est Pauline, en fait. Voilà, Pauline, ça fait quelques jours maintenant, en fait, peut-être 5-6 jours que tu es dans la compagnie. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est le saut dans le grand bain ou dans la mer, on pourra dire. Alors moi, pour l'instant, je m'imprègne des lieux, vraiment de tout ce que la compagnie peut faire. Et l'idée, c'est que j'aide à diffuser les différents spectacles que propose la compagnie. Voilà, aider un peu à chercher un peu de sous aussi. Voilà, fédérer. Voilà, tout plein de choses. C'est en devenir. Et puis il y a évidemment Dominique qu'on ne présente plus ou presque, je sais pas, parce que ça fait pour le coup plusieurs années que tu es là, après c'est un compagnonnage de 10 ans maintenant. Oui, largement 10 ans. Mon rôle ou ma présence dans la compagnie, elle est assez multifonction. Officiellement, je suis dramaturge. Ça veut dire, c'est un vaste mot, pour désigner mon travail aussi bien, d'accompagnement du travail d'Antoine, aussi bien sur l'écriture que sur la mise en scène et le jeu de ces spectacles, avec un focus sur certains de ces spectacles particulièrement. Est-ce que dans ces 10 ans, tu te rappelles d'un moment particulier qui t'a marqué ? 10 ans de compagnie Caravelle, c'est quand même pas rien. Foultitude de moments. C'est une tranche de vie. Voilà. Oui, absolument. Je dirais peut-être d'avoir eu le privilège de voir Antoine dans une cage. C'était mon rêve. Ça, je l'ai réalisé. En et 2016, j'en suis ravie, en 2007. Oui, et 16, depuis... 16, pardon. Oula, ça y est, je me vieillis encore. Et depuis, je n'arrive pas à me défaire de cette image. Donc, j'essaye à chaque fois de retrouver la cage. Elle est là, voilà, on l'a dans le studio, parce qu'on enregistre dans le petit théâtre. Et sinon, de les moments sont très divers. Et par exemple, on est dans un lieu qui a connu tous les frimas du monde, à l'époque où ça n'était pas encore la canicule, mais où on souffrait, on tremblait de tous nos membres. Mais il s'est passé des choses merveilleuses ici. Voilà, entre autres. Et puis, plus récemment, la virée que nous avons faite à Taipei. Et oui, qui a été un grand moment. Pour l'adaptation d'Ilvi, justement, et de cette fameuse cage en mandarin à Taïwan.
Alors, on en parlera tout à l'heure avec nos amis taïwanais. Camille, du coup, Camille, tu es dans la compagnie depuis quelques temps maintenant et à quelques kilomètres au compteur. Oui. Qu'est-ce que tu fais déjà dans cette compagnie ? Eh ben, je suis arrivée en tant que violoncelliste, donc musicienne. Et là, on est sur l'écriture du spectacle au Creux de la Brèche, dont on va parler tout à l'heure. Et après, sur d'autres projets, les racontoirs, comment est-ce qu'on élargit le spectacle, notamment du Creux de la Brèche à la Bobine. Voilà. Ouais, on va développer ça tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a eu de très belles et très fortes expériences déjà avec ce spectacle qui sortira au mois d'octobre, on le rappellera. Et Jérémy qui réalise cette émission en même temps qu'il est derrière le micro, enfin les multifonctions, Jérémy de toute façon dans cette compagnie. Oui, je suis un peu le larbin de la compagnie finalement. Non, non mais il y en a d'autres, t'es pas le seul. Oui, je suis pas le seul. Ouais. Mais je touche pas mal de choses différentes dans la compagnie, ouais, effectivement. Et notamment, du coup, tu réalises toutes les émissions de Carnet d'Art Podcast, qui est quand même pas rien, parce qu'il y a plus de 50 heures d'émissions qui ont été sorties là pendant cette première saison, avec des milliers d'auditeurs. Enfin, c'est comme on développera aussi. De toute façon, on va parler de tout pendant cette Je gère heure et toutes demie. les émissions, et quand c'est pas moi qui fait le travail manuel, on va dire, autour du montage, etc., je dédie à une autre équipe que je connais. Voilà, bien. on a des équipes, donc on n'entendra pas ce soir, mais on a une équipe de monteurs, notamment à Brest. Ouais, tout à voilà, fait. donc on délocalise en Bretagne, mais les Bretons et les Savoyards, c'est bien connu, sont très proches. Et Isabelle. Oui, Alors Isabelle, ça fait quelques temps maintenant que on en a fait des choses ensemble, et on en fera encore. Ben, j'espère. Moi, je suis assez polyvalente. Alors, je ne sais pas si je suis aussi le larbin de la compagnie, mais bon, ça va de l'écriture d'articles, aussi travail en EAC dans les lycées, écriture aussi et interview pour les carnets d'art podcast, et aussi direction d'acteurs. Donc voilà, un travail à plein temps. Alors justement, j'ai posé la question à Dominique, mais pour vous, cette saison-là sur laquelle on va revenir, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a marqué ? Alors, il y a beaucoup de moments d'émotion, il y a des moments de doute aussi, il y a des moments qui sont très compliqués. Est-ce que si vous avez un moment à retenir, ce serait quoi ? Jérémy ? En plus, c'est délicat d'en parler parce que ce serait à la Bobine. Oui. On peut teaser un petit peu ce qu'on dira tout à l'heure. Et on aura Elisabeth avec nous tout à l'heure. Ce qui se passe à la Bobine reste à la Bobine, du coup. Oui. Mais l'échange avec les enfants qui a été d'une intensité et d'une expressivité et d'une rareté et d'une générosité aussi inoubliable, quoi. Oui. Alors Camille, tu vas pas dire la même chose quand même. Si. On n'a pas trop le choix. Au-delà de ce qui a été vraiment très très beau, comme tu le dis Jérémy, il y a aussi là le doute profond. C'est une espèce de gros mélange en une semaine très intense, quoi. C'est ce qui participe à l'intensité d'ailleurs. Et Elodie, toi, il y a quelque chose qui t'a marqué cette année ? Moi, C'est un statut un peu particulier, du coup, tu vois, t'es intérieur-extérieur, t'es notre regard extérieur, comme nous, on est plongé dans... Je pense que c'est la sortie de ton spectacle Guillotine, quand on était à Chambéry. Et là, j'ai vraiment vu le côté artiste, parce que toi, je te voyais surtout du côté un peu... chef de larbin. Ouais, voilà. Exactement. Non. Et du coup, voilà, j'ai vu le côté artiste, et aussi, il y avait tout le monde qui était sur ce projet, et voir le rôle de chacun, Jérémy, Camille, enfin, tout le monde, quoi. Et donc, c'était vraiment beau de voir un projet qui aboutit. Pauline. Moi, du coup, c'était une des sorties de résidence d'au Creux de la Brèche, du coup, à la ferme d'Argonnet, où du coup, j'ai pu entreapercevoir un petit peu le travail qui a été fait, et puis de vraiment voir l'esprit de la compagnie, de pouvoir aussi un peu participer pouvoir faire des retours, en fait, et entendre les retours de chacun après cette prestation de Camille. Et Jérémy. Nous sommes en duo. Oui, c'est un duo quand même s'il y a que Camille sur scène, c'est vraiment un duo dans ce spectacle. Et toi, Isabelle, si tu as un moment à retenir de cette saison ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments très forts, et du coup j'ai parlé du dernier en date, puisqu'un écrivain, auteur, Mustapha Benfodil est venu dans une classe. On a travaillé avec lui pendant un certain temps. Et sa venue, et là aussi on va en parler, a été vraiment très riche et a beaucoup marqué. Et voilà, c'est cet événement-là que je retiendrai, en tout cas, même s'il y en a d'autres qui restent très forts. Je suis d'accord avec Elodie, le Guillotine a été aussi un grand moment. Enfin, voilà.
Merci à vous. Alors, on passe maintenant au volet création de cette compagnie. Il y a beaucoup de créations qu'on va décortiquer pendant ce moment-là. On accueille, je ne sais pas si Claire-Marie est déjà arrivée, mais on va peut-être aller la chercher. Dominique, tu restes avec nous puisqu'on va pouvoir parler de guillotine. Et puis évidemment, on va entendre tous les matelots, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, une 50aine de matelots qui travaillent pour la compagnie chaque année à travers le monde, soit en Algérie, à Taïwan et évidemment ici en France. Et on va commencer par parler justement de ce Au creux de la brèche qu'on a déjà évoqué, donc de spectacle avec Camille et Jérémy. Qui sortira au mois d'octobre. Et Isabelle ? Oui, donc pour reprendre ce que tu disais, pas moins quand même de 6 créations pour la compagnie dans l'année, donc certaines qui sont en cours de travail, et tu viens de le dire, au creux de la brèche. Guillotine en France, mais aussi Guillotine en Algérie, Il vit à Taïwan, donc une compagnie Caravelle qui s'exporte et qui s'exporte bien, et Il vit dans une création de lecture, et on va parler aussi de Bastronaute, voilà, et on démarre effectivement avec Au creux de la brèche. Alors on peut peut-être commencer par le teaser justement de Au creux de la brèche, comme ça on en discute après. Au creux de la brèche et la douceur, nous danserons de nos forces à bout de forces épuisées, léguant la fièvre à venir, depuis ce corps recouvert du tapis des violences, des dégoûts, des dominations et des lâchetés. Rance, martelée, tenace, et les humiliations flétriront. Est-ce toi, tendrement qui a tranché ma honte, mon amour, ma détresse? Je suis de celles et de ceux qui portent des lames devant leurs yeux et qui n'ont pas fini de pleurer en silence, qui n'ont pas fini de longer les murs de la ville et d'y écrire, qui n'ont pas fini. L'odeur du pétrole me fait danser. Donc très beau texte dans cette bande-annonce écrite par Camille, donc un texte qui parle de l'inceste et un théâtre performance avec Jérémy Buati à la technique, tu l'as dit tout à l'heure, vous formez un duo. Donc Camille, tu es au violoncelle, à la danse, au chant, au jeu, donc c'est un spectacle performance que met en scène Antoine, et du coup une création avec Claire-Marie qui est intervenue en tant que chorégraphe. Alors Claire-Marie qui arrive justement là sur le plateau, merci beaucoup. Claire-Marie, tu peux prendre le micro. Je vais la prendre au saut de l'arrivée, en tout de suite direct question. Donc, génial, j'adore. Voilà, mais c'est ce qu'il faut. Quelle place on a justement en tant que chorégraphe dans ce spectacle Au creux de la brèche? Alors déjà plus une place presque d'accompagnante que vraiment de chorégraphe, parce que l'idée c'était d'accompagner Camille et de la guider pour essayer de prendre confiance dans sa qualité de mouvement personnel et d'essayer de l'amener à l'endroit où Antoine avait envie qu'elle soit à ce moment de la pièce. Alors quel endroit, Camille, tu sais? Je dirais, si on a ce moment de danse dans le spectacle, c'est comment on arrive aussi à parler de ce sujet, on arrive à raconter cette histoire en sortant de la musique et en sortant de la parole directe. Voilà, là où le corps est une nouvelle parole. Je rajouterais aussi que c'est un moment, j'ai l'impression, de lâcher prise, où il faut vraiment essayer de sortir de son intellect et des codes qu'on a pour laisser son corps s'exprimer, laisser le corps exprimer des émotions qui sont fortes. Tu m'arrêtes, Camille, tu me dis si c'est trop. Et du coup, forte et peut-être pas visible. Exact. Ouais. C'est très fort. Trop fort. Ok. Alors on va parler de guillotine maintenant, et quoi de mieux que écouter la bande-annonce pour commencer à en parler. Je me suis fait agresser plutôt violemment par 5 types qui m'ont tapé dessus avec des barres de fer. Ils m'ont tapé dessus. Pas possible de faire un deuil. Le deuil n'existe pas, il est pour les amnésiques. Obligé de mourir 1000 fois, d'expérimenter encore et encore la résurrection. Je mérite une mort un peu plus classe. Moi, j'ai rendu ça beau parce que franchement, toi, t'as fait les choses comme un salaud.
Guillotine, un spectacle écrit en 2017. Il est repris en juillet 2023 en résidence à Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie, repris à la base aussi, et joué en décembre 2023. Donc c'est un texte écrit et joué par Antoine Guillot. Et là, pour en parler, on accueille sa dramaturge Dominique. Donc bonjour Dominique. Alors rebonjour. Oui, rebonjour. Un texte au cœur de la violence gratuite et peut-être une dramaturgie qui traduit cette violence. Oui, certainement. Et surtout un texte qui, selon moi, dont l'intérêt essentiel est de rechercher comment peut-on parler de ça. Ça, c'est-à-dire un summum de la violence totalement injuste et injustifiée. Et comment peut-on, quelle langue peut-on inventer pour représenter ce corps martyrisé et le grand intérêt de cette écriture, c'est justement cette langue que Antoine va foyer, je dirais. Et dans cette traversée à laquelle il invite les spectateurs, parce que je trouve que l'intérêt pour nous, même si je suis dramaturge, chaque fois que j'assiste à des répétitions ou que je vois le spectacle là où il est, parce que c'est un spectacle qui bouge tout le temps, c'est pour moi l'intérêt, c'est de me considérer comme une spectatrice lambda et d'essayer de suivre pas à pas cette traversée à laquelle il nous invite. Et c'est, je crois, une des grandes réussites de ce moment de théâtre et de ce geste artistique, c'est que on ne verra jamais deux fois le même spectacle. Et jamais deux fois dans ces trois étapes. Antoine, tu me dis si je suis trop longue. Et tant que tu ne dis rien, je continue. Et donc, c'est un condensé ou un concentré à la fois d'émotions, de sensations aussi, qui nous fait passer de la parole directe. Et quand j'écoutais Camille tout à l'heure, je trouvais des résonances aussi avec cette chose-là. Et puis ensuite, peu à peu, comment on passe à une sorte de transcendance, de sublimation vers quelque chose qui reste très proche de nous, mais qui en même temps permet d'échapper aux valeurs, je fais attention à ce que je dis, aux valeurs traditionnellement et aux jugements traditionnellement évoqués dans ces circonstances-là. Donc un spectacle en 3 phases avec une scénographie quand même assez particulière, une scénographie dans laquelle on a un personnage, un mur de lumière, et c'est Jérémy et Camille qui gèrent ce personnage-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce travail que vous avez mené au sujet des lumières ? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on n'a jamais fait ça, et c'est ça qui fait partie de l'aventure et qui est génial, c'est que ça nous a permis d'apprendre tout un panel de nouvelles choses, et en plus de le faire d'une manière que peut-être d'autres personnes ne se seraient pas permis de faire, parce que, je sais pas ce que tu peux en dire, Camille, sur le sujet lumière, personnage lumière dans ce spectacle, mais il est envahissant, on va dire. Oui, c'est un personnage à part entière. Qui joue un vrai rôle, hein. Oui. Un vrai dialogue avec l'acteur Antoine, et qui nous parle, hein, et qui nous dit, tu parlais tout à l'heure de langage, et là on a un autre langage dans cette dernière partie où c'est effectivement une autre façon de présenter la violence aussi. Et justement, c'est peut-être ce qui fait la particularité de ce texte, hein, qui résonne à l'étranger, et en particulier en Algérie, où d'ailleurs, Antoine, tu as été en résidence pour ce spectacle, et où il y a eu des rencontres importantes. Est-ce que tu peux nous parler de cette résidence, peut-être, qui a eu lieu en 2017, voilà, donc, à Alger. C'était une résidence d'écriture, et effectivement, ça m'a permis de faire plusieurs rencontres, dont celle de Ahmed Zitouni, qui sera le comédien qui jouera l'adaptation en arabe de Guillotine d'ici 2025, mais qui, mieux que lui, peut en parler.
Moi et Antoine, on s'est rencontrés en 2017 à Alger, lors de la résidence de l'écriture de Guillotine, sa pièce de théâtre. Et je me rappelle à l'époque, Antoine m'avait dit il faut qu'on collabore ensemble. Et ça fait depuis quelques années qu'on essaie de mettre en place un projet ensemble. Et là, c'est le moment venu. Du coup, là, on est en train de monter Guillotine Algérie avec un dialecte algérien. Et Gaëlle me rejoint aussi dans la troupe, dans l'équipe. Et donc moi, je m'occupe des aspects plutôt organisationnels, des aspects techniques pour que les artistes soient reçus en résidence et qu'ils puissent travailler dans les conditions optimales. Et j'ai rencontré Antoine par le biais de Ahmed. On s'est bien entendu et on s'est dit que ça serait chouette de faire autre chose. Ahmed et moi, on est très contents de travailler avec Antoine, de travailler avec la compagnie et de créer ce pont entre la France et l'Algérie en Méditerranée. Alors, quand elle parle de ce serait bien de faire autre chose, c'est parce que petit à petit, j'essaye que Gaëlle rentre dans la compagnie et elle est tellement efficace pour la production de Guillotine en Algérie que j'espère qu'elle nous aidera, qu'elle nous accompagnera sur d'autres productions. Voilà, on a fait un petit tour sur Guillotine. Peut-être que maintenant, on va parler d'un autre texte au répertoire de la compagnie qui est Il vit. Alors, donc tu as repris cette année ce texte dans des lectures mises en jeu, dans divers lieux, divers publics, surtout des jeunes de lycée, mais aussi de collège. Donc ça a été, puisque je t'ai accompagné, un plaisir immense de voir ces jeunes qui sont vraiment très très sensibles à ce texte. Et on va peut-être citer les mots d'une spectatrice, un retour, qui a été impressionnée par ce verbe qui parle cru, par ce texte dans lequel finalement le personnage est l'acteur, ce livre sans phare, avec une générosité qui ne peut que toucher. Voilà, donc on écoute un extrait. Il vit lecture. Et laisse-moi tranquille maintenant. On ne peut plus. J'ai tout tué, laisse-moi. Je ne te mérite pas. Tu me l'avais donné, ton cœur, tu te souviens? Tu me l'avais donné et je ne l'ai pas pris. Si, juste avec 2 doigts, comme ça. Seulement comme ça, comme s'il me dégoûtait. Je ne l'ai pas empoigné pour le faire courir à travers les plus belles plaines du monde. Tu voulais que je le prenne, l'emporte et m'emporte avec, le protège et me protège avec. Mais moi, je n'ai pas lutté contre moi-même, comme si tu n'étais pas là. Je suis retombé dans cette ancienne vie. Le passé, pour moi, n'a pas le goût du passé. Je sais pas ce que c'est. J'en ai peur. Je sauterai dans le ravin de l'oubli pour le récupérer. Et je le fais. Et en plus, je te laisse là, tout seul, au bord du ravin, pendant que je me bats avec mon passé. Mais je n'aime que moi, mon passé, et ce qui m'offre l'avenir comme ça. Mais pas de place pour toi. Pas de place pour ce qui ne vient pas de mon monde, de mon passé. Pas de place pour toi qui ne peux pas lutter contre mes démons. Pas de place. Non, pas de place. Je vis pour t'entendre crier lorsque je me jetterai du balcon. Et maintenant, je veux crever la main sur le cœur. Tu te souviens que tu me l'avais donné, ton cœur? Alors, je vois Claude qui nous rejoindra sur le plateau dans quelques minutes, mais qui est tout ému à la réécoute de ce texte-là qui a été joué à Vosges-là. Et Dominique, ça te rappelle peut-être du coup des souvenirs? Oui, absolument. Et des souvenirs d'abord par rapport au fait que il y a un moment important déjà, c'est pour toi, c'est d'accoucher de ce texte, vraiment. Et je ne dis pas tu accoucheras dans la douleur, mais c'est un petit peu ça. Et je dirais que cette douleur, elle est bénéfique justement. Elle a permis, dès le départ, pour un spectacle qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, mais qui, dès l'origine, dès la première mouture, a été un spectacle très intense. Et particularité de ce texte au répertoire de la compagnie? Eh bien, on va repréciser un petit peu les choses. C'est un texte qui a été écrit et joué par toi en 2016 et qui résonne lui aussi à l'étranger et à Taïwan, où il y a eu d'abord une première étape de travail en décembre 2022. C'est un texte qui sera repris en décembre 2024 en mandarin. Exactement, mais on peut peut-être écouter un extrait justement qui a été enregistré en décembre 2022. C'est le même extrait. En mandarin.
这样拿他，好像他令我作呕一样。我拿着他，我没有保护他，我没有带他飞越那些最美的平原。你希望我收下他，然后带着他，也让他带着我，保护他，也让他保护我。可是呢，我没有办法制止我自己，我又堕落回了以前的生活。我尝不出贵，这是什么？这是什么味道？我尝不出来，我很害怕。我跳进了那个遗忘的峡谷去寻找他，我去找他，对，然后我把你留下来。当我和我的过去开战的时候，我把你留在峡谷的边缘。C'est le même extrait du texte qu'on a entendu en français, là qu'on entend en mandarin joué par Chi Wei. Et alors on peut écouter aussi, qui peut pas être là ce soir, mais le chargé de production du projet à Taïwan, Wen, qui nous a laissé un petit mot. Depuis 2022, j'ai le plaisir de collaborer avec Antoine et l'acteur Chi Wei pour présenter ce projet à Taipei. Antoine est très talentueux et précis dans ses choix, ce qui rend notre collaboration fluide. On discute ensemble en ce moment de la musique qu'on va utiliser avec le compositeur Nicolas et on peaufine notre stratégie marketing afin de captiver notre public taïwanais. N'hésitez pas à passer l'info à tous vos amis taïwanais. Alors vous avez entendu, voilà. Si vous avez des amis taïwanais, il faut leur en parler. Donc transition toute faite, merci Wen, puisque c'est un spectacle qui repose dans une dernière partie sur une composition musicale et c'est Nicolas Buvat qui a été cité dans l'extrait par Wen qui en est chargé. Oui, et donc avec son groupe, le Gewürz, qui compose la musique originale qui sera diffusée, donc qui est utilisée dans le spectacle à Taïwan au mois de décembre. Eh bien, on continue avec une dernière création de 2024, un petit nouveau avec Bastronaute. On écoute la bande-annonce, je crois. Je vous présente Bertha. Bertha est une contrebasse d'orchestre. Et comme toutes les contrebasses d'orchestre, Bertha joue tous les jours à l'orchestre. Et tous les jours, on lui demande de jouer la même chose. On lui demande toujours de jouer des gros boum. Et des gros boum. Et des boum. Bertha souhaite devenir boum. Et boum. La première bastronaute. Chut. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. C'est trop mignon. Mais oui, on vient d'entendre ta voix, Jérémy. Donc une création de Jérémy Buatier, de Nicolas Buvat. Donc un conte musical pour enfants qui parle de musique et qui fait vivre une contrebasse. Mais pourquoi la contrebasse ? En fait, l'idée du projet, à la base, il était de promouvoir la contrebasse dans les écoles auprès du jeune public parce que ça manque profondément la contrebasse et ça contraint énormément d'étudiants qui ne peuvent pas, par exemple, avoir un groupe de jazz parce qu'il manque une contrebasse, parce que c'est un élément essentiel de la musique et de l'orchestre et des musiques d'ensemble. Et du coup, le projet vient de cette idée-là de promouvoir la contrebasse et puis de notre duo avec Nicolas qui fait que s'enrichir d'année en année puisque je l'ai rencontré en 2018 et dès qu'on s'est rencontrés, on a commencé des projets ensemble. Et du coup, là, on a souhaité partager la scène tous les deux, quoi. Voilà. Donc une collaboration puissante. Oui, et ce qui est super, c'est que ce projet, du coup, il y a une structure qui s'appelle La Baltérée qui le porte. Et je travaille dans ces deux structures. J'ai participé à la fondation de cette structure qui s'appelle La Baltérée, qui réunit notamment le Gewürz, qui va composer des musiques pour Taïwan. Et du coup, j'ai été le lien avec la compagnie Caravelle pour faire cette collaboration dans la diffusion notamment de ce spectacle auprès des jeunes publics. Oui, et du coup, effectivement, c'est la première fois dans le catalogue de la compagnie Caravelle qu'il y aura un spectacle jeune public. Donc, la compagnie s'occupera de la diffusion et on est très heureux de cette collaboration. Est-ce qu'on s'est tout dit sur ces créations ? Là, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais le temps passe et on a beaucoup de choses à se dire encore. Donc, on va commencer le plateau. On va changer de plateau. Alors, merci beaucoup, Dominique, on vous libère. Claire-Marie, on vous libère et on accueille avec nous maintenant le plateau EAC.
Donc on va accueillir, Antoine Piel, on va accueillir Claude Desbos. Donc éducation artistique et culturelle, une EAC à laquelle la compagnie tient parce que ça fait partie de ses entrailles, de son ADN, de son éthique, de sa philosophie. Promouvoir le théâtre dans différents lieux et des lieux inattendus, oui, il s'agit d'ouvrir les portes du théâtre, de mettre le théâtre au service de, on va en parler tout de suite et tu as déjà commencé à annoncer les invités, je les reprends avec Colette, Olivia, Elisabeth, Antoine, Claude, vous permettez que je vous appelle Claude, Mustapha et des élèves, beaucoup de monde et autant de personnes, autant de lieux différents. Alors merci d'être là et on ouvre le théâtre à des élèves allophones avec BC. Voilà, alors le premier projet duquel on va parler, c'est effectivement avec le collège BC. Merci beaucoup d'être là, Claude, Antoine, Elisabeth, merci beaucoup. Et alors on va parler avec Colette, donc qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui nous a laissé un petit mot. Et elle explique très bien cette collaboration, donc on lui laisse la parole. C'est notre 3e collaboration avec la compagnie Caravelle autour du projet d'Ici et d'ailleurs. Ce projet engage les élèves de l'UPE2A du collège BC. L'UPE2A, c'est une unité pour élèves allophones arrivants, donc des jeunes qui arrivent de l'étranger et qui, pour des raisons différentes, apprennent la langue française. La particularité de ce projet tient au fait de faire travailler ensemble 16 jeunes âgés de 11 à 16 ans, de nationalités différentes, de langues et de cultures différentes, avec des niveaux de français très différents également. Un objectif, leur faire réaliser un travail collaboratif. Donc cette année, un récit écrit et mis en voix par les élèves, enregistré ensuite. C'est un moyen de fédérer le groupe et de découvrir des aptitudes inattendues pour certains de ces jeunes. Bref, une véritable gageure, mais une belle réussite aussi. Ben, merci Colette, et si tu nous écoutes, comme disait Michel, on te salue bien. C'est vrai que c'est une belle expérience, mais avec Camille et Jérémy, on a rencontré ces élèves-là, et c'est vrai qu'il y a des parcours qui sont particuliers. C'est très diversifié. Il y a à la fois des élèves effectivement allophones qui viennent d'arriver en France avec leur famille parce que pour diverses raisons. Et puis il y a aussi quand même des cas très particuliers d'enfants, de mineurs qui sont encore au collège et qui viennent de traverser la Méditerranée sur un canot, quoi. Camille, comment tu as vécu cette rencontre et cette expérience avec eux ? Curieuse et ravie de les avoir rencontrés. Enfin, c'était vraiment inhabituel pour moi, donc vrai exercice. Pas facile, mais peut-être qu'on en reparlera avec le théâtre incontrôlé. Quelque chose dans la manière de travailler avec ces élèves et d'amener le projet, de le co-construire, hyper intéressant et en même temps déstabilisant. Voilà, vrai exercice. Jérémy ? La richesse des échanges aussi, même la dynamique de ce groupe est très 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 particulière. Encore plus, moi je trouve que quand on a eu la chance d'aller à la Bobine, parce que c'est des histoires très différentes, des chemins très différents, des âges très différents, et ça cohabite pas tout à fait de la même façon, je trouve, et je trouve ça, les histoires se rencontrent vraiment, quoi. Et du coup les identités aussi. Alors on peut dire que ce projet a quand même été mené à bien grâce à la volonté politique du ministère de la Culture et à la volonté politique du ministère de l'Éducation nationale qui décide de s'associer pour financer ce genre de projet. Donc on espère pouvoir le refaire l'année prochaine. En tout cas, c'est signé avec Colette. Voilà, maintenant ça dépend plus de nous. Voilà, on parle d'un autre projet qu'on a évoqué tout à l'heure à la Bobine justement, et on a Elisabeth qui est avec nous pour représenter la Bobine. Merci d'être ici ce soir. Donc, on va parler de la Bobine. C'est un joli nom pour évoquer le CATTPI 74. Donc, c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel pour enfants. Donc là, il s'agissait d'amener un groupe d'enfants en accueil de jour et en suivi psychiatrique par le biais du théâtre, de ses exercices, de ses écritures. Mais je ne vais pas trop en dire. On va tout de suite te laisser la parole et expliquer la chose en question. Oui, en effet, on accueille à la Bobine des enfants de 3 à 13 ans. Actuellement, ils sont surtout entre 4 et 12 ans. On accueille une quinzaine d'enfants, 2 jours par semaine.
Et le reste du temps, ces enfants-là sont scolarisés. Et quand ils sont à la bobine, on fait des ateliers thérapeutiques. Et pendant les vacances scolaires, on leur propose d'autres projets, comme justement des projets artistiques. Donc avec eux, on a eu l'occasion déjà de faire des projets de danse, des projets avec des circassiennes et avec une artiste plasticienne. Et puis donc le projet avec Antoine, Camille et Jérémy, la compagnie Caravelle. Là, c'était vraiment très intéressant. Moi, je les ai sentis très impliqués. Donc le thème qu'on a essayé de leur faire travailler, c'était la dignité. Donc ce sont des enfants qui ont des grandes difficultés relationnelles. Ils ont beaucoup de mal à se faire des amis. Ils sont souvent très en grande détresse. Ce sont des enfants qui souffrent beaucoup et donc ils le manifestent par souvent une grande agitation. Et comme ce sont des enfants très sensibles, ils ont été justement sensibles à ce que pouvaient leur apporter les trois artistes. Et ces artistes qui leur ont donné une parole, ils ont été interviewés. Donc on a fait un tas de petits ateliers sur justement le thème de la colère, par exemple. On leur a fait travailler aussi des expressions orales et puis ils ont pu enregistrer beaucoup de sons. Donc il y avait par exemple l'ASMR, je ne sais plus bien comment, mais bon, ils ont été assez forts là-dedans. Et ce qui était chouette, c'est que Antoine nous a proposé vraiment d'improviser, de construire ces 4 jours de travail en fonction de ce que les enfants nous apportaient. Et comme à chaque fois qu'on part sur la création des enfants, je trouve que c'est toujours très très riche. Et les enfants nous ont demandé de faire des scénettes qu'ils ont eux-mêmes improvisées sur ce thème-là. Et évidemment, il en ressortait beaucoup d'émotions pour tout le monde. Nous avons toutes été... Alors, on est un groupe de plusieurs soignantes. Et évidemment, nous avons toutes été très touchées par les enfants, mais aussi évidemment par les prestations de Camille au violoncelle et à la danse, parce qu'elle a joué des extraits du spectacle à la bobine, parmi les enfants, vraiment trop proche des enfants, et ça c'était vraiment extrêmement touchant pour nous. On a eu l'occasion de se revoir aussi pour reparler du projet, c'était aussi très, très émouvant pour nous toutes. Et donc un spectacle a été fait à La Roche-sur-Foron, à la MJC. Et là, on a eu beaucoup de familles d'enfants qui sont venues. On n'avait jamais eu un tel succès pour les projets artistiques qu'on proposait. Donc là, ils sont venus vraiment avec leur famille et ils ont tous été très intéressés par cette représentation aussi. Camille, tout à l'heure, tu disais que c'était un de tes moments les plus forts de cette saison, et Jérémy aussi. D'ailleurs, peut-être qu'on peut revenir là-dessus et sur les retours qu'on a eus. Il y a quelque chose qui nous a fait pleurer tous les trois quand on a fait le bilan. Et Camille... Vas-y. Ou Jérémy, tu veux encore de l'émotion. Non, mais en fait, c'était vraiment ça. très très beau quand on a fait pour se rendre compte quand même de ce qui se passe pour ces enfants-là, parce qu'on peut se dire on va faire du théâtre avec des enfants dans un accueil de jour en psychiatrie, voilà. Mais en fait, ça se résume pas que à ça. C'est un papa quand même d'un garçon qui a 4-5 ans, quelque chose comme ça. J'ai du mal à le dire, mais qui nous dit depuis 5 ans j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour cet enfant, et là c'est la première fois que je pleure de joie pour lui. Tout est dit. Oui, c'est souvent des enfants d'ailleurs qui sont finalement mis de côté dans les institutions habituelles. Hein. Ils ont du mal à avoir une place en garderie, à l'école, où ils sont scolarisés sur des temps très courts. Et grâce à vous, ça a permis, d'ailleurs, le papa d'un des enfants nous a dit, maintenant on a pu retourner voir une séance de cinéma avec ce petit garçon, chose qui n'était pas possible avant. J'entends une musique un petit peu particulière. Est-ce que ce ne serait pas l'heure ? Petit intermède du petit cadeau. Alors voilà, on a un cadeau pour la bobine et pour les enfants de la bobine. Pour les enfants et pour vous, parce que vous nous manquiez. Et donc c'est une carte que tu as faite toi-même, hein. Oui, très jolie. Quand même. Camille a fait les beaux-arts. On rappelle que Camille a fait les beaux-arts. Alors je l'ai décrit, c'est une carte peinte à la gouache, j'imagine, avec un cadre. Au milieu du cadre, un enfant qui tient un aquarium avec on dirait un nénuphar à l'intérieur. Il le tient d'une main et plein de branches et de feuilles autour, et on dirait un soleil qui jaillit de cet enfant, c'est ça? Très beau.
C'est très beau. Merci. Alors, il y a un texte signé par vous. Je ne vais pas oser lire non, maintenant. garde-le pour les sinon, enfants, je pense que je vais pleurer aussi. Garde-le pour les enfants. Merci beaucoup. On salue Aude qui devait venir ce soir, mais qui peut pas être parmi nous et qui s'en excuse. Mais voilà, on l'embrasse et qui a été très importante dans la construction de ce projet et le suivi de ce projet. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose, enfin, dans la lignée de l'EAC. Donc, on va maintenant parler EAC avec des élèves de lycée. Donc, tes interventions en tant qu'artiste intervenant. On va d'abord commencer par le lycée à Annecy, au lycée Baudelaire. Et qui de mieux pour en parler qu'Antoine Piel, que tu connais très bien et depuis longtemps. Ah bah oui, puisque c'était mon professeur quand j'ai passé le bac. Voilà. Alors, excuse-moi parce que ça te rajeunit pas, mais on se connaît depuis longtemps. On n'est pas là pour ça. Donc Antoine, quel projet on est entré dans le théâtre surréaliste cette année? Oui, alors avec une pièce de Roger Vitrac, une des rares pièces surréalistes, mais qui est vraiment un monument en fait, et un grand défi pour les élèves. Une pièce de 1928 avec pour cerise sur le gâteau le fait qu'elle a été mise en scène pour la première fois par Antonin Artaud. Donc beau cocktail d'influence, d'inspiration et puis voilà un grand défi pour les élèves, une grande source et possibilité de création. Et voilà, j'étais très heureux de pouvoir travailler ça avec Antoine Guillot. Tu parlais du fait qu'on se connaissait depuis longtemps, mais aussi on collabore avec tes interventions depuis très longtemps. Ça fait au moins 6 ans, j'ai pas compté. Mais je suis vraiment tellement heureux de travailler avec Antoine depuis toutes ces années. Parce que voilà, c'est très beau, très riche. Très bien, j'aime beaucoup sa façon de travailler avec les élèves. Non mais on voit Claude Desbos qui réagit parce qu'il est jaloux, il s'impatiente, mais il sait. C'est à vous là, dans 3 secondes. Non, il est jaloux parce que. Antoine, je sais pas s'il a fini. Non, mais c'était. Je voulais juste rajouter justement, il y a Claire-Marie qui est revenue, qui est avec nous encore maintenant, puisque on a collaboré sur Au Creux de la Brèche, mais on a collaboré aussi sur justement ce spectacle de Victor. Alors juste un petit mot quand même pour expliquer comment Claire-Marie est intervenue là, parce que en fait ça fait plusieurs années que je faisais des projets danse-théâtre avec Antoine sur des pièces pour les premières spécialités théâtre. Et puis voilà, il y avait normalement une chorégraphe danseuse qui était prévue et on a dû solliciter au pied levé Claire-Marie parce que voilà, il y a eu une défection de cette danseuse chorégraphe. Et donc au départ, j'étais même un peu gêné parce que finalement Claire-Marie est arrivée un peu parachutée dans le projet et je regrette finalement qu'elle ait pas pu être un peu plus partie prenante dès le début, mais et je la remercie tellement chaleureusement d'avoir bien voulu s'insérer avec toute sa générosité dans ce projet. Merci Antoine, merci pour tes mots, ça fait vraiment plaisir. Et si j'ai accepté de faire ce projet au pied levé, c'est avant tout parce que je savais que Antoine était sur le projet et que je l'aime beaucoup et que j'aime son travail, parce que honnêtement on n'avait pas besoin de se rajouter du travail cette saison, mais tout ça pour dire que ce projet-là c'était un vrai challenge, parce que c'est toujours un challenge de faire danser des élèves de lycée. Il y a énormément de clichés sur la danse, de ce qu'est la danse sur scène, et notamment auprès, je trouve, des lycéens. Donc c'est toujours un challenge de les amener à danser. Et en revanche, le choix du projet était hyper intéressant pour moi, parce que cette pièce peut se permettre toutes les folies, toutes les choses un peu folles. Je trouve pas un mot qui est plus approprié. Et du coup, c'est chouette parce que ça laisse libre cours à tout. Et finalement,
on a réussi à amener les élèves et les moments de danse sur scène, j'ai trouvé, étaient vraiment investis et vraiment chouette à regarder. Donc je suis très contente de ce projet. Mais on peut peut-être profiter de ta présence ici aussi pour que tu dises 2 mots sur Soul Magnette, puisque c'est ta compagnie et effectivement ton métier c'est pas de collaborer avec la compagnie Caravelle ou avec l'éducation nationale pour intervenir. Merci Antoine. Bah oui, je suis la co-directrice artistique et co-chorégraphe de la compagnie de danse Soul Magnet avec mon mari qui s'appelle Amaury Réau. Et voilà, on est une compagnie de danse anécienne. On est identifié danse contemporaine, mais moi je viens du ballet et mon mari vient du breakdance. Donc on a un style de danse vous êtes qui fait est pour vous entendre. Exact. On a un style de danse hybride, tout à fait particulier et singulier. Et voilà, vous pouvez venir voir la première de notre prochain projet 17 et 18 décembre à l'Auditorium Céno. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, autre lycée, autre projet avec le lycée Vaugelas et un invité, Claude Desbos, qui est proviseur du lycée Vaugelas et qui, dans une certaine mesure, entretient avec la compagnie Caravelle une sorte de partenariat. Pas une sorte, un partenariat fidèle maintenant, voilà. On peut dire, et très fort. Et pour diverses actions, on parlera d'autres actions après celle-ci. C'est le grand oral, donc c'est important que ce soit un artiste comédien pour ses interventions, et peut-être pas n'importe lequel, Antoine Guillot. Allons-y, puisque c'est l'heure des éloges. Donc voilà. Alors dans cet environnement charmant, j'ai découvert effectivement Antoine Guillot, puisque Madame la Lisban avait eu la délicatesse de me le présenter il y a maintenant 5 ans. Pour tout vous dire, je ne suis pas un chef d'établissement très tourné vers l'art. Et lorsque Madame la Lisban m'a présenté Antoine Guillot, c'est quelqu'un que très rapidement je me suis dit que ça allait être difficile de travailler. Pour autant, à force d'échanges, à force d'efforts de ma part, j'ai compris l'importance du théâtre, l'importance en fait de l'homme, Antoine Guillot. Et il y a maintenant 3 ans je crois, je lui ai demandé au moment de la réforme du baccalauréat et de l'apparition du grand oral d'accompagner les élèves, et tous les élèves de notre établissement, en tout cas tous les élèves de terminale de notre établissement, pour qu'ils prennent conscience que la forme est tout aussi importante que le fond. Et pour ça, Antoine Guillot est sans doute le plus beau magicien que je n'ai jamais rencontré. Belle formule. Jérémy, tu as une petite musique à mettre en fond, là, peut-être. Il n'y a pas un petit cadeau, là C'est dommage. Un petit cadeau, non, mais c'est un cadeau que toi, tu me fais, Claude, donc merci beaucoup. Et puis cette collaboration, c'est au-delà de... Enfin, comment dire, il y a une amitié qui est née de cette collaboration, et puis il y a beaucoup de choses qu'on envisage. Au-delà même de ces interventions en spécialité et option théâtre, en fait, l'association d'une compagnie de territoire et d'un lycée, très concrètement, ça peut donner de belles choses, quoi. Et quel intérêt pour le lycée de faire ça ? Alors, c'est pas un intérêt pour le lycée, c'est un intérêt pour l'école de la République. L'école de la République, elle a besoin de s'ouvrir à la culture, parce que la culture, aujourd'hui, c'est ce qui fait le creuset de notre vivre ensemble. Partager une pièce comme tu as pu nous le proposer auprès de tous nos élèves de première et de terminale nous a permis en fait de créer communauté, et à chaque fois qu'on crée communauté on renforce la République et la culture, elle est là pour ça. Donc tu as eu aussi avec les collègues de théâtre du lycée Vaugelas la capacité de nous proposer des choses, et notamment la venue d'un artiste algérien, je crois, ou oui, c'est ça. Algérien. Et en l'occurrence, c'est la diversité qui fait la richesse de la France. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, parce que la culture, c'est ce qui fait vraiment le socle de notre communauté dans un établissement scolaire. Et plus on partagera cette culture, plus ça sera une communauté qui sera forte et qui pourra affronter l'adversité. Donc demain, on espère continuer de travailler avec toi. En tout cas, le lycée espère continuer de travailler avec toi. Toi aussi. Oui, mais moi, je ne suis que de passage dans le lycée. Donc il faudra que le lycée bénéficie et continue de bénéficier. Et je découvre aujourd'hui
la précédente intervenante, une danseuse, je rêve que nos élèves dansent, je rêve que nos élèves puissent s'ouvrir à la maîtrise de leur corps, comme la maîtrise de la langue dans le théâtre, et peut-être que demain, grâce au soutien du ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, et notamment les financements ADAGE qui sont très très importants, on puisse continuer de faire la promotion de cela. Moi je dirais merci pour ces mots qui montrent que finalement vous êtes très versé dans les arts. Oui, mais c'est grâce à vous, c'est pas grâce à Antoine. Voilà, donc je t'ai converti. Voilà, je précise quand même que je suis Madame la Lisban. Oui, voilà, et du coup c'est quand même toutes ces actions de lycée, voilà. on les mène en étroite collaboration, voilà, ensemble. Alors justement. Voilà, donc on va continuer. Vous l'avez évoqué, hein, vous avez parlé. Vous aviez quelque chose à dire ? Non, mais vous allez pouvoir parler. On va vous laisser. Alors on passe justement à quelque chose qui s'est passé en cette fin d'année scolaire. Donc effectivement avec des premières spécialités théâtre du lycée Vaugelas, avec une idée que tu as eue, hein, c'est vraiment à ton initiative de travailler avec un auteur algérien qui est Mustapha Benfodil, et sur un texte Clandestinopolis qui un théâtre contemporain qui parle vraiment de la société d'aujourd'hui, qui parle du monde d'aujourd'hui, et ça a été vraiment l'occasion pour les élèves de rencontrer l'auteur, mais dans une perspective de travail qui s'est déroulée de février jusqu'à juin. Et donc ça a été un échange. Du coup, j'en parle hein, parce que je connais quand même bien le projet. Oui, bien sûr. Et du coup, ça a été une occasion, mais vraiment exceptionnelle, incroyable. Et je rejoins tout à fait Antoine hein, quand tu dis Antoine Piel, voilà, que là l'idée. Bon, on va peut-être pas trop te faire d'éloges, mais malgré tout, une idée de génie, parce que si on s'attendait à ce que ça réagisse comme ça et à ce que ça crée une telle osmose entre les élèves et Mustapha, ça a été effectivement un moment incroyable. Alors juste pour dire hein, que Mustapha est venu aussi d'Algérie. Oui, il est venu spécialement d'Algérie. Et merci, je me permets de vous remercier, Monsieur Desbos, d'avoir permis ça. Je croyais que tu l'appelais Claude. Je peux vous appeler Claude. Donc merci Claude. Voilà. Ouh là là. Alors, mais qui d'autre mieux que Mustapha parce qu'il nous a laissé un petit mot. Voilà. Alors justement, on peut l'écouter. Parce que voilà, notre cher Mustapha. Salut mon cher Antoine, salut la compagnie. Alors, moi c'est Mustapha Benfodil, Mousse pour les intimes, auteur et petit moussaillon d'Alger. Ce petit mot à l'occasion de cette garden party de la compagnie Caravelle pour vous dire que je pense très très fort à vous et vous envoie mes plus chaleureuses félicitations pour cette année qui aura été, j'imagine, extrêmement riche et intense pour votre formidable équipage. En ce qui me concerne, je me réjouis et même je me sens béni d'avoir pu vivre un épisode de cette saison palpitante sous l'égide de la compagnie Caravelle. Je pense à cette aventure exceptionnelle que j'ai eu le plaisir de partager avec toi, mon cher Antoine, avec Isabelle à la Lisban et avec les élèves de première spécialité théâtre du lycée Vaugelas à Chambéry, qui m'ont fait l'honneur de travailler sur ma pièce Clandestinopolis. Cette pièce, je l'ai écrite mine de rien en 2006. Putain, 18 ans. 18 ans déjà, et 18 ans après, voilà qu'elle se retrouve donc rejouée à Chambéry. Et retrouve une seconde vie, une seconde jeunesse, et tout cela grâce à toi, mon cher Antoine. Laisse-moi te dire que j'ai été tellement heureux et honoré d'assister à la représentation qu'en ont donné les élèves le 6 juin dernier dans le magnifique théâtre du lycée Vaugelas. Cette représentation, c'est à toi que je la dois, mon cher Antoine, c'est pour ça que ma gratitude pour toi est éternelle. Et bien sûr, je suis tout autant reconnaissant au travail effectué par le professeur de théâtre Isabelle à Lisban et à chacun des 26 élèves de cette incroyable promotion des élèves de première spécialité théâtre
qui m'ont vraiment épaté par leur immense talent. J'ai été vraiment heureux et ému de ce que j'ai vu. Ils m'ont laissé sans voix, tant ils se sont surpassés. C'est là justement que j'ai pris toute la mesure en les regardant du travail monstre effectué en amont par toi Antoine et par Isabelle, que je salue chaleureusement. Et j'ai aussi été très heureux de les retrouver le lendemain avec d'autres classes pour poursuivre nos échanges dans le cadre d'une masterclass sur le thème théâtre et politique. Ces échanges et l'ensemble de ce merveilleux séjour en pays de Savoie entre Aix-les-Bains et Chambéry m'a vraiment ému, m'a beaucoup marqué. Et comme je l'ai écrit, ce moment fou restera gravé à jamais dans mon cœur et dans ma mémoire affective. Alors, mille merci, cher Antoine, d'avoir été à l'origine de cette collaboration émouvante, bouleversante, intense, enrichissante. Et toute ma gratitude également à Isabelle, la Lisban, et à Monsieur Claude Desbos, l'admirable proviseur du lycée Vaugelas, sans oublier ces merveilleux élèves, bien sûr, qui m'ont fait cadeau des magnifiques livres d'or dont je conserve jalousement chaque page, chaque mot. Merci pour tout et sincères salutations à tous les membres de l'équipage et à tous les travailleurs de la compagnie Caravelle. Bon vent pour la saison prochaine et au plaisir de te retrouver à Alger, mon cher Antoine, en septembre prochain. Je vous embrasse très fort. Quel message? Oui, c'est très beau. Hein. Claude, t'avais peur qu'il t'oublie? Non, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a impressionné et on a pu échanger effectivement le lendemain. Et si je dois reprendre des mots forts, je fais un rêve de le voir revenir à Chambéry. Lui, son épouse, parce qu'elle a un autre type. Amina Menia, oui. Elle a un autre type d'expression artistique qui est l'art avec ses mains. Elle est plasticienne. Et je pense que toute forme d'art doit être proposée aux élèves. Merci. Voilà, on va enchaîner avec un autre projet, mais cette fois-ci avec des terminales spécialité théâtre. Je crois qu'on ne peut pas ne pas évoquer ce travail qui a été fait parce que c'est aussi inédit. Hein. En tout cas, pour moi, c'était la première fois. C'était sur le parcours de Dominique Blanc, donc au programme des terminales SP. Dominique Blanc, grande actrice, hein, aujourd'hui pensionnaire de la Comédie Française. Bon, on la connaît pour son rôle mythique de Fête de Patrice Chéreau. Et puis finalement, on s'est lancé dans un projet un peu périlleux puisqu'il s'est agi pour des élèves, donc 7 filles, qu'on salue chaleureusement. Parce qu'on les évidemment, aime. Et puis on espère qu'elles nous écoutent. Oui, donc elles sont entrées dans une écriture de plateau. Alors Antoine, je te laisse expliquer ce que c'est une écriture de plateau. Oui, bah le principe, principe, hein. c'est que oui, merci. Non, mais le principe, c'est que on travaille par improvisation et du coup le spectacle s'écrit, la situation, le texte, etc. s'écrit pendant ces improvisations sur le plateau qu'on reprend, qu'on retravaille après. Donc on part pas avec un texte écrit, préécrit par un auteur sur papier qu'on apprend par cœur, etc. Donc c'est une toute autre démarche, notamment qui sollicite autre chose chez le comédien, puisque ça devient de fait un comédien, un acteur créateur. Voilà. Mais pour effectivement des élèves de terminale, en lycée, c'est un exercice qui est très compliqué, qui est a priori quand même insufflé par ce programme un peu particulier. Mais peut-être qu'on peut les écouter. Oui, on va les écouter en précisant juste avant que il y avait quand même 3 œuvres, Phèdre, Angels in America, et puis le troisième, le mariage de Figaro. Mariage de Figaro de Beaumarchais. Voilà, donc elles vont en parler rapidement. Voilà, on avait chacune notre trame en fait, et du coup c'est nous qui l'avions écrit nous-mêmes, donc sous forme d'écriture de plateau. Donc on avait commencé par écrire une forme de ce qu'on voulait, qu'on a ensuite travaillé au plateau et qu'on a ajusté en fonction de où on voulait que ça mène et ce qu'on voulait raconter. Donc à travers le parcours de Dominique Blanc, ce qu'elle a pu vivre, est-ce que nous on pourrait vivre dans certaines situations et ce qu'on a vécu en fonction. Et c'est là qu'après on a pu construire une sorte de cheminement en fait qui s'est construit tout seul au fur et à mesure parce qu'on avait du coup toutes ces trames
entre lesquelles on plaçait des scènes. Et ensuite, pour filer tout ça, on faisait comme des sortes de transitions entre elles et ça s'enchaînait au final très bien. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était très compliqué à concevoir l'idée de devoir construire un spectacle sur la construction du spectacle. Parce qu'en fait, du coup, le parti pris qu'on a choisi, c'était celui de représenter notre parcours de comédienne à travers celui de Dominique Blanc. Donc au début, c'était assez compliqué de pouvoir visualiser la chose. Et au fur et à mesure des séances, et en fait, le dessin il commençait à se faire pour amener au résultat final. Donc c'était un peu comme avancer à l'aveugle. Donc c'était une expérience que personnellement je n'avais jamais faite. Je trouve qu'au final on apprend pas mal, surtout on apprend à rebondir avec ce travail-là et on en apprend beaucoup sur nous-mêmes puisque dans ce spectacle on s'est un peu joué nous-mêmes. Donc bravo pour ces élèves qui ont vraiment beaucoup avancé avec cette écriture de plateau. Voilà, c'est parti, on continue cette émission et après ce chapitre sur l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, on a dit, alors éducation artistique et culturelle, tous les projets dont on a parlé, je rappelle, sont financés ou cofinancés par l'Agence régionale de santé, par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Éducation nationale, par le ministère de la Justice, par les départements Savoie, Haute-Savoie, par des élus locaux qui s'engagent auprès de nous, que ce soit dans des mairies, que ce soit dans des communautés d'agglomération, évidemment avec des partenaires particuliers, je dirais, notamment on en a eu quelques-uns avec Claude qui nous a rejoints sur ce plateau. Donc tous ces partenariats sont très importants pour nous, ils sont essentiels et vitaux pour la vie de la compagnie pour qu'on puisse mener tous ces projets. On espère que tout ça va continuer en plus grand encore. Isabelle, je te laisse la parole. Donc la suite, effectivement, c'est territoire, des actions sur le territoire avec là aussi un parcours diversifié pour entrer dans des actions culturelles et n'ayons pas peur des mots, des actions humanistes qui sortent peut-être un peu du théâtre, mais pour mieux le retrouver. Donc un chapitre territoire où comment s'implanter dans le paysage régional, mais aussi national. Et oui, alors plusieurs invités sur ce plateau territoire. Donc il y a Karen qui nous rejoindra peut-être dans quelques instants. Mais on a Quinquin qui est là avec nous et qui nous parlera Salut. des racontoirs notamment qu'on a fait et à Annecy et à Voiron, mais on en parlera. Et puis on a Zoré qui vient directement qui est iranienne, qui vient de Téhéran, qui vit à Paris maintenant. Mais avant ça, et avant de vous laisser la parole, chers amis, on va parler d'un partenariat avec Pierre-Yves Bezat. Et du coup, oui. L'association l'ADCA invite. Donc, l'ADCA, c'est l'Association pour le développement du cinéma à Aix invite. Donc, c'est un festival de cinéma, comme son nom l'indique. Depuis 2022, 5 éditions, durant lesquelles ont été invités Patrick Chenet, Horatica, Gérard Lanvin, Clovis Cornillac et le dernier en date, c'est Patrice Lecomte. Donc là, on a affaire à des invités prestigieux. C'est un festival qui prend de l'ampleur et puis un partenariat important avec la compagnie Caravelle. Et c'est Pierre-Yves Bezat, qui est un des 2 fondateurs de l'ACTA, qui va nous en parler. Alors le partenariat entre la compagnie Caravelle et l'ADCA, je pourrais en parler pendant des heures, tant il y a de points communs sur la volonté d'Antoine Guillot et de la compagnie Caravelle de créer en région et dans un territoire qu'on aime tant des événements artistiques de qualité et propres au territoire dans lequel on est installé. Et cet état d'esprit commun, on a eu la chance de pouvoir le renouveler à travers la collaboration entre la compagnie Caravelle et les différentes éditions du festival l'ADCA Invite, jusqu'à développer ça à travers notamment la conception commune en partenariat avec la compagnie Caravelle, Carnet d'Art Podcast, mais aussi les puristes, d'une gazette qui était distribuée tout au long du festival l'ADCA Invite en hommage aux anciennes gazettes de la ville d'Aix-les-Bains. Tout ça est de très bon augure pour encore pas mal de projets qu'on a en commun et qui sont devant nous. Une belle collaboration, j'enchaîne. Oui, j'espère continuera, mais qui est prévu dès le mois de septembre. Donc un autre partenaire important, c'est Garo Média, qui est porteur de divers projets. Puis là, donc on va aussi parler d'une action en lien avec le cinéma et le festival du film iranien. Donc Antoine, tu as été invité par Laurent Garo, qui est le directeur artistique du festival, pour faire partie du jury international aux côtés de Zoré Sadati, qui est une jeune diplômée iranienne de la Danish School of Media and Journalism. Donc, et en traduction simultanée par Antoine Guillot, Zoré, would you like to talk about this festival, please?
Hello everyone, about the festival. Yes. Yeah. Donc bonjour tout le monde. Yeah. À propos du festival I can say de just Vitré. bonjour and Je peux juste dire bonjour. Yeah. The festival was really good and it was festival about était vraiment bien. Iranian À propos film. du And iranien. it was my first time to C'était become ma a jury première fois and yeah, en tant I que was jury. the jury with one of my best friends, Antonio Scui, and with Antoine and other people. So it was really good experience for me to C'était be vraiment a jury and judge the belle film. expérience pour moi. That's it. Alors on peut peut-être écouter Laurent qui nous parle de ce festival et de la collaboration entre Caravelle et Garo Média. Mon cher Antoine, d'abord il y a cette rencontre, cette nuit avignonnaise, pour moi une sorte de coup de foudre amical, plus qu'amical, en plein milieu du pavillon Iran. Mon cher Antoine, t'es Caravelle qui explore par l'imagination, la création, le voyage. Je ne pouvais qu'y embarquer, encore plus aujourd'hui, la veille d'un nouveau péril démocratique, non plus en Iran, mais ici, malheureusement en France. On se rencontre sur beaucoup de choses, tant de choses. Bien sûr, il y a l'Iran. Et donc, merci, encore grand merci de cette curiosité qui t'a conduit à Vitré lors de la dernière édition du festival Nouvelle Image Persane. Il y a bien sûr Taïwan. Et bien, merci de ce retour en terre bretonne avec le festival Travelling qui nous a fait nous retrouver en février. Bientôt l'Algérie, c'est mon espoir, avec non seulement la représentation de Guillotine à Paimpol en 2025, mais aussi avec la possibilité d'y écrire la version arabe de la pièce. Et ce territoire breton qui se cherche, qui trouvera dans son identité, j'en suis convaincu, dans l'ouverture à l'autre et à l'interculturalité. Ben, merci beaucoup Laurent, on t'embrasse et c'est vrai que c'est une belle collaboration qui j'espère mènera très loin et fait des liens entre la Bretagne et la Savoie et comme on le disait d'ailleurs dès le début de cette émission, des liens qui, je sais pas pourquoi on est à l'autre bout de la France mais voilà. Alors peut-être qu'on peut parler d'autres choses qu'on fait sur le territoire et là on a quelqu'un, et on a qui ? On a quelqu'un pour nous en parler et donc quelqu'un qui est accordéoniste et qui représente ce soir, c'est quand même la lourde responsabilité de représenter l'équipe des racontoirs, nos fameux raconteurs. Alors peut-être tu peux parler du concept. On m'a pas prévenu moi. Ben on t'a pas prévenu, on t'a donné un verre. Ah oui ça. Voilà, bon, t'as ton verre du coup. Alors qu'est-ce que c'est déjà le concept. Le concept. Alors le concept des racontoirs, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est de venir dans les bars et d'y produire une espèce de cabaret improvisé avec des gens qui viennent complètement d'horizons différents et qui se rencontrent sur le lieu et écrivent ensemble une suite et un enchaînement de numéros que chacun propose pour 2-3 minutes et l'ensemble est improvisé et en général ça donne des choses très sympathiques. On parle de barathon. Un barathon parce qu'on en enchaîne plusieurs dans la soirée, alors c'est un barathon artistique. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, on va jusqu'au bout de la nuit. Et on va jusqu'au moment où nos jambes ne portent plus. Donc c'est sans l'expérience. Là. C'est une immersion du spectacle vivant dans les bars à un moment où les gens ne s'y attendent pas peut-être, non ? C'est ça aussi. Et à un moment où les gens s'y attendent plus, parce que c'est vrai. Alors moi, personnellement, parce que je suis une sorte de vieux briscard. Moi j'ai connu effectivement une époque où dans les bars il y avait beaucoup de musiciens qui venaient jouer et que c'était des choses qui arrivaient plus fréquemment que maintenant. Je voudrais pas dire sortir, c'était mieux avant mais bon. Mais du coup moi j'ai beaucoup participé à ce genre de choses et de jouer dans des lieux improbables comme ça. Je l'ai beaucoup fait et de le faire comme ça avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents et notamment du théâtre. Moi ça me plaît beaucoup et puis ça permet justement d'échanger et de rencontrer des gens vraiment différents et ça c'est super. C'est le temps de se raconter, c'est ça. Pardon ? C'est le temps de se raconter ou de raconter, c'est l'idée, ouais, c'est ça, on se raconte, ouais. On frime un peu aussi. Mais toi, t'adores ça. Ouais, c'est dans ta nature. Bien, ouais, j'avoue. Camille, peut-être tu veux dire quelque chose sur les racontoirs, puisque tu traverses ça, Jérémy aussi d'ailleurs. Vas-y, Camille. Traverser ça depuis plusieurs éditions. Bah oui, on en a fait quelques-uns et format vraiment super chouette où on se rencontre entre nous, on rencontre les bars, les habitués des bars. Et c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Échange d'expériences. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis dans nos propositions à chacune, que ce soit de la danse, du théâtre, de la musique, voilà, c'est très beau. Ouais, c'est vraiment. C'est ça qui est magique, c'est que tout se marie très bien et très vite.
Et ça, je trouve ça vraiment magique, quoi. Mais- Et les gens trouvent ça magique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la surprise des gens, puis la façon dont c'est écouté. Il y a un silence, c'est le spectacle à un moment donné. Oui, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à déclencher des attentions très intenses. C'est déjà sur des moments assez brefs, parce que chacun propose des flèches de 2-3 minutes. Du coup, on a le temps de rester concentré encore à notre époque de 3 minutes. C'est bien, on passe à... Eh ben, on va changer, Allez. merci beaucoup, merci à vous, on va changer de Merci. plateau pour passer au fameux plateau Carnet Merci, d'Art merci. Podcast, puisque c'est une des activités de la compagnie Caravelle également. On peut dire quand même qu'il y a une 50aine d'heures de podcasts qui ont été diffusés cette année, cette saison, pour cette première saison, avec, vous avez été des milliers à nous suivre sur les différentes émissions qui sont proposées. Et pour en parler avec nous, il y a Karen du blog de Les Puristes et il y a Sylvie qui va nous proposer la première édition estivale de Carnet d'Art Podcast. Mais on va parler de tout ça. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, alors CAPD, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 6 émissions de 6 à 9 épisodes chacune, hein, donc qui sortent chaque mois à une date précise. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des interviews, des dialogues, des lectures, des formes différentes à chaque fois. Allez, on va les citer. Théâtre en mouvement, Comment ça va le monde, Les Puristes, les navigations littéraires, Sur le pont. Eh bien, pour commencer, on va parler de la cabane des secrets, Antoine. Oui, alors bon, on commence par la cabane des secrets, c'est complètement arbitraire, hein, mais c'est effectivement le principe. Et j'espère, Claude, que tu es encore là, tu nous écoutes, tu viendras dans cette cabane des secrets, puisque le principe, c'est que j'invite quelqu'un, un ami, un proche, à parler de sa vie, son œuvre, son parcours et ses résonances avec le monde. Et c'est quelque chose d'assez intime, parce qu'on se retrouve parfois avec un bout de saucisson, parfois avec une bouteille de vin, parfois avec du thé selon l'heure, et c'est un moment. Oui, Claude, tu veux dire quelque chose? Antoine, je viens si Sylvie est avec moi. D'accord. Alors on parlera de ce qui est en train de se passer à cette garden party. On peut dire aussi qu'il pleut sur la garden party Caravelle 2024, hein. Donc je sais pas si ça s'entend au micro, mais voilà. Et donc le principe de la cabane, c'est ça, c'est que les gens puissent se livrer. Alors souvent, en fait, je me rends compte que ces personnes-là ont un lien, même souvent malgré eux, mais même sans forcément s'en rendre compte, avec la grande histoire du monde ou avec l'actualité du monde. Et ça, c'est très touchant, quoi, de comprendre comment des petits parcours individuels sont en résonance complète avec ce qui se passe dans notre monde. Mais on peut peut-être écouter un extrait d'une des cabanes, qui est notre ami Faber, qui devait être là ce soir, mais qui s'excuse et qui ne peut pas être là. Et on écoute un extrait de sa cabane, et puis... Puis donc j'ai coincé un caillou dans un étau, puis avec les moyens du bord, je l'ai taillé, j'ai fait mon pendule. Puis en fait, je ne vais pas poser tant de questions que ça. J'avais taillé un caillou, j'avais réalisé que c'était possible avec de râpe à bois, une lame de scie à métaux, une petite lime triangulaire, une autre plate. Et puis j'ai taillé ce caillou pour me faire un pendule, et la réponse, elle était dans le fait. Dans le fer. Ouais, dans le fer. Et Faber est né. Voilà, bon, c'est un tout petit extrait, mais il faut regarder. Bon, on nous rappelle que Carnet d'Art Podcast, c'est financé par la volonté politique de la région, du département, de la ville d'Aix-les-Bains notamment, évidemment le ministère de la Culture également, et divers partenariats avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec le CHS de Savoie-Bassin. Et il y a plusieurs émissions donc à écouter sur toutes les plateformes d'écoute podcast, à écouter sur le site carnetdartpodcast.com, sur lequel vous pouvez voir notre live, écouter notre live actuellement. Et il y a une autre émission, Isabelle, dans ce florilège d'émissions Carnet d'Art Podcast, qui s'appelle Théâtre en mouvement. Et oui, il y a Théâtre en mouvement. Alors qu'est-ce que c'est Théâtre en mouvement? Pour moi, en tout cas, c'est pas simplement connaître l'évolution du théâtre, hein. C'est surtout comprendre cette évolution, à travers 6 émissions qui démarrent avec l'origine du théâtre, hein, l'origine de la tragédie, et bien sûr du théâtre en Grèce, avec son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on entre un petit peu dans des détails, on va parler de Sophocle, d'Échille, d'Euripide.
Et pour l'instant, on s'est arrêté au XVIIIe siècle. Et puis, on essaye d'évoquer ici la mainmise du pouvoir sur le théâtre et les lieux théâtraux comme l'Hôtel de Bourgogne et la grande influence du théâtre italien. Mais aussi voir que Voltaire, qu'on connaît surtout pour ses contes philosophiques, c'était surtout un auteur connu pour ses tragédies au XVIIIe et des tragédies dans lesquelles il jouait. C'est mettre en évidence des querelles de fond et de forme, par exemple entre Diderot et Rousseau. Donc on essaye de pousser plus loin les choses et finalement de montrer aussi que le théâtre, c'est ce vecteur d'idées qui fait peur et puis pour certains corrompt l'homme. Donc je dirais que c'est une démarche qui est à la fois pédagogique mais aussi critique parce qu'il s'agit de mettre en lumière dans une certaine mesure, et là Antoine, j'ai facilité ta transition, pourquoi le théâtre est ce qu'il est aujourd'hui, et on enchaîne avec on enchaîne avec Comment ça va le monde, qui remonte à la réforme protestante pour questionner le monde et la société contemporaine. Mais quoi de mieux que l'introduction de cette émission pour en parler, l'introduction de Comment ça va le monde. Allô, allô, ici Antoine Guillot. Nous nous retrouvons avec Étienne pour une nouvelle saison de Comment ça va le monde. Le principe reste le même, suivre le déroulé d'une pensée pour regarder, décortiquer le monde et son histoire. Comprendre comment il tourne, comment il va, ce monde. Merci aux fidèles auditeurs, bienvenue aux nouveaux. Nous nous embarquons ensemble dans les arcanes de l'histoire, au prisme et au risque des enjeux de la philosophie, de la politique et de la religion. Étienne, tu es professeur de philosophie et de français en lycée agricole en filière générale et technologique, diplômé de l'école pratique des hautes études, master de recherche en philosophie de la religion. Tu acceptes ce défi de nous embarquer dans cette épopée de l'histoire du monde, de ses idées et de ses croyances. L'aventure des événements qui ont participé à le changer. La première saison était consacrée à la réforme protestante. Nous montons pour cette deuxième saison dans ton bateau, Étienne, pour plonger au cœur des guerres de religion, des tentatives de division des royaumes, pour cette saison que nous intitulons « De la guerre civile en Europe à l'affirmation de l'État absolu ». Premier épisode, vivre avec les morts. Voilà, donc ça c'est l'introduction de Comment ça va le monde, qui veut qu'on entende son montage. On l'entend bien. Hein. Oui, avec cette musique qui est quand même un peu épique. Et voilà, donc c'est des discussions fleuves. Mais alors, on peut parler aussi de ce qui se passe dans cette saison. Et Étienne peut pas être parmi nous, mais il pense bien à nous et on va l'écouter. On lui dit bonjour et on va l'écouter justement dans un extrait du premier épisode. Mais avant de partir, demandez-vous aussi par quoi et par qui est-ce que vous êtes gouverné. Les morts gouvernent les vivants, écrivait le philosophe et sociologue français Auguste Comte. L'histoire est une perspective de résistance à ce que Auguste Comte appelait l'insurrection continue des vivants contre les morts. Vous voulez noyer les morts dans le fleuve de l'oubli parce que vous avez peur de la mort ? C'est ça que tu veux ? Voilà, bon, ça donne un peu le ton de cette saison. Alors on va passer à une autre émission, Les Puristes. Merci Karen d'être ici avec nous. Donc Carnet d'Art, c'est aussi une association, si je ne me trompe pas, avec le site lespuristes.fr. Pour revenir sur les histoires qui ont marqué la grande histoire de la vie d'Aix-les-Bains et l'héritage de la belle époque aujourd'hui. Donc une émission de Karen Turc. Karen, la ville d'Aix et son histoire, c'est une passion ? Alors, une passion, maintenant, on peut dire que c'est une rencontre en réalité ou une redécouverte, parce que je suis née à Aix-les-Bains et que c'est plus possible depuis quelques années maintenant, donc ça fait partie du statut dinosaure, je pense. Oui, on peut dire parce que la maternité a été délocalisée. Voilà exactement, mais ça c'est une petite anecdote, mais oui, enfin voilà, Aix-les-Bains, donc j'y suis née, j'y ai grandi, j'en suis partie, j'y suis revenue, et comme pas mal de monde, quand on part et qu'on revient chez soi, on a envie de redécouvrir, de se réapproprier les lieux, réapproprier son histoire. Et voilà l'idée du blog et ensuite de la collaboration avec Carnet d'Art Podcast. Alors il y a quelques secondes, tu avais Arthur dans les bras. On peut quand même raconter cette anecdote d'Arthur, puisque le premier épisode qu'on a enregistré, c'est l'introduction. L'introduction, voilà, tu avais Arthur dans le ventre. Voilà. Oui, en fait là on était à la phase où je n'arrivais plus à respirer et Jérémy s'arrachait les cheveux en me disant mais comment on va faire un truc potable, déjà que je suis pas très à l'aise avec l'élocution que nécessite l'enregistrement des podcasts et autres. Et puis ensuite on a retenté
Et là, Arthur était là, et en fait, il fallait l'avoir sur les bras. Je l'avais sur les genoux, et il s'est paisiblement endormi quand on a enregistré notre introduction, mais ça explique aussi le ton un peu stressé de l'intro. De la jeune maman du Ouais, premier qu'est-ce qu'il épisode va faire de cette première saison des puristes et puristes qu'on retrouvera en saison 2, pour la saison 2 de Carnet d'Art Podcast. Oui, mais une question, un petit peu bateau, tant pis, je risque le mauvais jeu de mots. Toutes les anecdotes sont aussi intéressantes les unes que les autres. Est-ce qu'il y en a une qui ressort parmi toutes celles qui ont été évoquées ou pas Qui ressort pour qui Pour toi, oui. Disons que là, avec l'actualité, les JO, c'était amusant. Parce que parfois, en fait, ce sont des choses, des on-dit. Donc, l'avantage de... En fait, je prends au sérieux ma petite enquête. Je pense qu'il y a des 1000 autres personnes ou 100 autres ou 10 autres personnes qui ont peut-être mené l'enquête, mais j'essaye de la mener avec la même sincérité. Et donc là, les JO, c'était amusant parce que c'était vraiment des on-dit. Mais pourquoi les JO n'ont pas eu lieu à Aix-les-Bains alors qu'ils auraient dû, et des choses très affirmées. Donc je dis, mais c'est fou quand même qu'on ne soit pas très nombreux à savoir qu'on aurait dû accueillir les JO avec cette assertion-là. Et en fait, en grattant, non, c'était impossible d'accueillir les JO pour Aix-les-Bains, ou du moins, c'était pas la faute de la ville d'Aix-les-Bains si on n'a pas accueilli ces JO. Et c'est amusant parce que dans la guéguerre des stations alpines et le côté esprit de clocher, voilà. Donc en fait, les podcasts, les émissions qu'on a enregistrées ne font pas que briller. On cherche pas à se mentir. On sait qu'on est amoureux de notre histoire. En tout cas, c'est comme ça que le blog file les choses et son approche historique. Pour autant, il faut être lucide. Et là, en l'occurrence, cet épisode, c'est un exercice de lucidité. Non, en fait, on n'a pas ces JO et ne nous attendez pas. Merci. Merci beaucoup, Karen. Alors, on va passer à une autre émission, les navigations littéraires. C'est Carnet d'Art Podcast qui passe en saison estivale. Et Isabelle, je te laisse introduire. Oui, alors, donc on poursuit effectivement ce parcours pour naviguer sur la littérature, c'est toi, et des enregistrements de textes fondamentaux de la littérature francophone. Donc, Sylvie. Vas-y, non, mais j'ai une autre native d'Aix-les-Bains, comme ça, ça ne s'en fait plus. Bon, donc Sylvie, native d'Aix-les-Bains, une première saison avec les fables de La Fontaine. Oui, quand Antoine m'a donné la possibilité de participer aux navigations littéraires, j'ai été ravie de pouvoir redécouvrir des fables de La Fontaine qui 4 siècles après, n'ont rien perdu de leur justesse et de leur pertinence. Ce retour au texte, découvert dans mon enfance, évidemment, comme pour beaucoup, a été un voyage dans le passé, mais aussi un héritage affectif et culturel pour mes petits-enfants Charlie et Valentin, qui pourront plus tard écouter la voix de leur mamie leur conter les belles histoires de Jean de La Fontaine. C'est pour moi une très belle expérience de partage littéraire et intergénérationnel. Donc je suis ravie de cette proposition. Merci beaucoup, merci. Avec une littérature qui résonne toujours aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Évidemment. Voilà. On passe à un dernier podcast qui est Sur le pont. Donc une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, ou alors comment comprendre son histoire, sa démarche artistique, politique, sociale. Antoine, tu en dis quelques mots rapidement? Rien de plus à dire, si ce n'est qu'effectivement on décortique certains aspects de la compagnie dans cette émission. Mais alors peut-être que maintenant, et puis tout le monde commence à s'impatienter pour que la soirée de la Garden Party commence. Donc on peut quand même dire que c'est pas une mince affaire de produire ces podcasts. Jérémy, tu peux en témoigner puisque tu réalises chacun des épisodes de ces podcasts avec l'équipe technique qu'il peut y avoir derrière, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Et des fois, on enchaîne certains enregistrements et des fois, on est un peu fatigué, voilà. Et donc, il se trouve que là, c'est un petit extrait. Je sais pas, peut-être tu peux commenter ce que tu nous as dégoté dans les enregistrements que tu as dû monter. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai découvert en faisant le montage. C'est dans la cabane des secrets. Il y a Pierre-Yves Béza qui parle dans la cabane des secrets pendant 1h30. Et on va écouter comment Antoine apprécie dire au revoir à Pierre-Yves Béza au bout d'1h30 de c'est un bêtisier ? C'est une sorte de bêtisier. Un petit bêtisier. On termine avec ça. On est riche de tout ça et c'est vraiment notre patrimoine à tous, effectivement. Pierre-Yves Béza, bonjour. Merci.
Bah écoute, bonne journée. Merci. Et donc, je te laisse continuer parce que... Non mais voilà, j'étais tellement fatigué ce jour-là que effectivement je me suis vu dire bonjour, mais j'ai pas pu m'empêcher de. Enfin, je sais que c'est pas le bon mot, mais voilà. Et Pierre-Yves Bozan n'est toujours pas au courant que. En fait, c'est vrai que je lui en ai jamais parlé. J'ai jamais dit que que c'était pas. Voilà. On en a jamais reparlé. On remercie les partenaires. Oui, on peut remercier les partenaires. De la compagnie Caravelle. Donc, oui, les partenaires de la compagnie Caravelle, on va pas faire toute la liste, mais en tout cas, j'espère que vous l'avez compris. Il y a une grande partie de notre activité qui repose sur les volontés de politique publique, qu'elles soient locales, régionales, ministérielles, même internationales, puisque des fois c'est avec l'Institut français ou avec des financements européens qu'on peut monter des projets. Donc tout ça, c'est ce sur quoi, et c'est les gens qui nous font confiance, c'est avec ceux avec qui on travaille, et c'est très très important. Il y a évidemment les partenaires locaux aussi qui nous font confiance, hein. On l'a vu avec Claude au lycée Vaugelas par exemple tout à l'heure, on l'a vu avec les professeurs avec lesquels on peut travailler, que ce soit Antoine Piel ou toi Isabelle évidemment. Voilà, il y a tout un cosmos autour de cette activité de la compagnie Caravelle qui est très très important, même fondamental pour nous. Il y a aussi un cercle des mécènes de la compagnie Caravelle qui est essentiel pour nous, puisque ça nous permet en fait d'amorcer, de faire tampon et d'initier des projets qui se font pas forcément sur le temps des appels à projets et des subventions publiques, et du coup ça nous laisse une marge de manœuvre pas négligeable, très très loin de là. Donc il y a notre cercle des mécènes qui est fondamental dans notre économie aussi. Et puis pour terminer, un petit pas de côté qui a été fait en coécriture, un article quand même, citons-le, sur la démarche qui a été adoptée lorsque Paul Claudel a été au programme des terminales spécialité théâtre et le soulier de satin. Eh bien, toute cette démarche a fait l'objet d'un article qui a été publié dans le bulletin de la société Paul Claudel. Chez Garnier Classique. Et nous en sommes très très heureux. Très heureux et très fiers, puisque c'est la démarche spécifique qu'on a adoptée au lycée Vaugelas qui a été décrite dans ce bulletin. Alors, avant de se quitter, de se dire un dernier mot tous ensemble, peut-être qu'on peut écouter autre chose dans Comment ça va le monde, donc des heures et des heures d'enregistrement avec Étienne Alcofribas, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on en a parlé tout à l'heure, et à des moments vraiment on craquait, quoi. Au XVIe siècle. Je démarre de parler comme un Google. Ça me choque même plus, moi. On va voir que au XVIe siècle. C'est pas vrai. Le craquage. Merci. Bon, c'est vrai qu'en faisant tout ça, on s'amuse aussi, même si c'est difficile, Camille, on s'amuse chez Caravelle, non ? Oui. Pourquoi c'est difficile ? Alors, un dernier mot. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro pour un dernier mot avant le lancement officiel de cette garden party sous la pluie ? Mais qui dit garden party sous la pluie, dit garden party heureuse. Pourquoi ça rime pas là ? Ouais, voilà, j'ai fait la rime. Voilà. Un verre blanc. Garden party pluvieuse, garden party heureuse. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Isabelle pour cette émission et cette heure et demie. Et n'oubliez pas de voter demain. Et n'oublions pas de voter demain, évidemment. Votez bien. Il y a beaucoup de votre vote de demain qui dépendra, dont l'avenir de la compagnie dépend. Voilà. Merci.